Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, affaire Miss Sénégal, la place à la judiciarisation du dossier après les déballages et délations, la bataille judiciaire est lancée. Mettre fin dès maintenant à la violence à l'égard des femmes, ONU Femmes lance une caravane d'alerte sur les violences faites aux femmes. Plusieurs activités sont prévues sur tout le territoire. À la une également, mouvement d'humeur de l'intersyndicale des travailleurs des pêches et de l'aquaculture. Les travailleurs dénoncent de mauvaises conditions de travail. Plus de détails dans ce journal. Et puis, colloque international sur la révolution Torodo. L'œuvre de Thierno Sileyman Baal va être revisitée. Événement organisé par le département Histoire de l'UCAD en collaboration avec l'association Thierno Sileyman Baal. Affaire Miss Sénégal, la bataille judiciaire est lancée après le torrent de réactions sur la toile. L'affaire prend une tournure judiciaire avec des plaintes tous azimuts. Explication Mohamed Lamine Fall. La polémique enfle. Le scandale Miss Sénégal prend une nouvelle tournure. En effet, la bataille médiatique cède la place à la bataille judiciaire. Nous avons décidé de déposer une plainte contre Mariama Kébé, contre Kader Gadji et contre X, pour la simple raison qu'on ne peut pas laisser perdurer cette injustice qui consiste à jeter en pâture la dignité d'une personne, son honneur, sa respectabilité, et même mettre en danger la vie de celle-ci. Et nous aussi, c'est notre droit le plus absolu en tant que citoyenne sénégalaise de porter plainte devant le procureur pour trouble à l'ordre public, mais également pour apologie du viol. Les conseils juridiques d'Aminata Badiane estiment que leur cliente est victime d'injustice et de vindicte populaire. Badiane ne fait qu'exercer une activité légale qui n'a rien de contraire à la morale. À ce jour, elle reste sereine, elle est droite dans ses bottes et nous avons fait le nécessaire pour que les convocations soient diligentées, les mis en cause. Si ils ont des éléments de preuve pour étayer leurs accusations, qu'ils viennent avec ces éléments de preuve devant la justice et que les débats aient lieu devant la justice. La présidente de l'association Jigéen Sénégal considère quant à elle que la présidente du comité d'organisation de Miss Sénégal a failli à sa mission. Il y a beaucoup de personnes qui pensent être un peu dans des normes patriarcales, si je peux m'exprimer ainsi, et qui se permettent devant la télévision, à la radio, de tenir des propos qui donnent l'occasion à des éventuels violeurs et à des violeurs actuels de continuer leur acte sans pour autant être inquiétés. Mais également, c'est une occasion pour les femmes victimes de viol, les filles victimes de viol, de se recroqueviller dans leur covie et de se dire qu'elles sont peut-être victimes ou qu'elles sont peut-être responsables, je veux dire, de leur acte. Et voilà les propos que la dame Badiane a tenus devant tous les Sénégalais. L'affaire Miss Sénégal est enfin pendante devant la justice. Et le tout nouveau procureur de la République, M. Amadou Diouf, nouvellement nommé, est invité à éclairer la lanterne des Sénégalais. Et toujours à ce propos, des espaces anonymes seront ouverts pour recueillir les témoignages des présumées victimes de viol. Pour la directrice de la famille, justice doit être faite sur ce dossier. Le communiqué est très parlant. Le communiqué a engagé, a montré l'engagement de l'État du Sénégal pour que justice soit faite à tous les niveaux. Ce que peut-être le ministère déplore, c'est que Miss Sénégal, comme on dit, si on se réfère à, je pense que la première dont on a toujours le nom, Thioro Thiam, c'était des événements pour la promotion de la femme, pour montrer la femme dans toute sa beauté, montrer la femme dans toute sa splendeur. Donc je pense que le ministère déplore cette banalisation, cette perversion, si j'ose dire, de ce grand événement. Donc le ministère de la Culture, qui est en charge de cela en premier, vous avez bien vu les réactions par rapport à ça. Donc je pense que, comme vous l'aviez dit, l'État est engagé, comme il l'est déjà, depuis vraiment ces histoires de viol commencent à ressurgir.
Dans ce contexte, l'ONU Femmes lance une caravane d'alerte sur les violences faites aux femmes. Plusieurs activités sont prévues sur tout le territoire du 25 novembre au 10 décembre prochain. Voyons tout cela avec Fatima Touré. Pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles, une vaste campagne mondiale sera menée 6 jours durant. Au Sénégal, un fort moment de dénonciation qui coïncide avec la polémique autour du viol supposé de jeunes filles dans le milieu du showbiz. Les violences faites aux femmes, un fléau devenu presque une gangrène dans la société sénégalaise, selon ONU Femmes. Aujourd'hui, les études de ONU Femmes nous montrent qu'une femme sur 3 a été violentée. Et ce qui est encore plus grave, c'est que la femme a été violentée par un partenaire intime, donc quelqu'un de sa famille. Je pense que ce sont des chiffres alarmants, puisque nous tous, nous rêvons d'un monde plus juste, d'un monde plus égalitaire, d'un monde où les femmes se sentent en sécurité. Pour éradiquer cette violence persistante, des recommandations sont formulées. C'est justement faire un inventaire de toutes les lois discriminatoires et qu'on les abolisse. Pour faire bouger les lignes, il nous faut les politiques publiques, donc il nous faut la réglementation. Au-delà des réglementations, il nous faut renforcer les capacités des acteurs. Et aujourd'hui, c'est notre rôle aussi de faire ce plaidoyer pour que des ressources conséquentes soient allouées au ministère chargé de la femme au Sénégal, à toute la problématique féminine. La directrice de la famille, quant à elle, exhorte les populations au culte de la dénonciation. Donc le milieu public, les établissements scolaires, les bureaux par rapport à l'harcèlement sexuel, tous ces espaces sur lesquels ces violences peuvent être notées, je pense, devraient être mises à nu et plus suivies et aussi avoir plus de communication. Du 25 novembre au 10 décembre, la campagne Oranger le monde sera lancée. Le thème de ces 6 jours d'activisme, mettre fin dès maintenant à la violence à l'égard des femmes, une manière de soutenir toutes les victimes. Merci Fatima. Conférence à Saint-Louis sur la santé mentale. Dans la vieille ville, les experts sonnent la mobilisation pour une meilleure prise en charge des malades. La conférence a été animée par le psychologue Ababakar Diakhité. Ousseynou Diop, Habib Seck. Errants ou domiciliés augmentent de jour en jour dans la région nord, alors que Saint-Louis ne dispose pas encore de centre pour leur prise en charge. Pour le psychologue Aboubakari Diakhaté, plusieurs facteurs favorisent le problème de la santé mentale dans notre société. Quand on évoque un fou ou bien un malade mental, automatiquement les gens ont peur. Donc cette notion de peur-là, il faut qu'on lève cette notion de peur-là pour affronter les questions objectivement afin de trouver des solutions. Le psychologue spécialiste a aussi abordé l'affaire Dr Payi qui a froidement assassiné ses enfants avant de se suicider. Selon lui, cette affaire doit être étudiée minutieusement pour éviter pareille situation. Je pense que c'est une question qui interpelle tous les Sénégalais et qui choque aussi tous les Sénégalais parce que les Sénégalais ne connaissent pas cela. Donc c'est pourquoi ça a été un émoi généralisé auprès des populations. Je pense que c'est une question qui est pendante et qui mérite réflexion et qui mérite aussi de mettre ça devant la place publique et que tout le monde essaie de tirer les leçons. Les malades mentaux sont souvent rejetés par les populations. Pour les acteurs de Saint-Louis, l'État doit les accompagner pour qu'ils puissent retrouver leur famille ou vivre dans des milieux plus confortables. Donc, je pense qu'à ce niveau, c'est un appel fort qu'on lance aux collectivités territoriales à faire sienne la problématique de la santé mentale. Parce que ceux qui sont dans les rues, ce ne sont pas les seuls malades. Dans les maisons, il y en a beaucoup de personnes qui sont malades. Et même, il y a des malades qu'on a enfermés, qu'on a enchaînés dans les maisons. Le bureau de la santé mentale a été installé à Saint-Louis. Il compte mener des activités de sensibilisation à Saint-Louis, où on enregistre beaucoup de déficients mentaux. Et à Diourbel, ça y est, les étudiants peuvent fréquenter à nouveau le restaurant universitaire. Suite à l'épisode de l'intoxication alimentaire, bâtiments et ustensiles ont été désinfectés par le service d'hygiène. Babacar Diouf.
Le restaurant universitaire de Bombay peut réouvrir ses portes et servir le repas aux étudiants. Le service d'hygiène vient de lui délivrer le quitus sanitaire. Lieutenant Amdiatoussar, chef du service d'hygiène de Bombay. Ouais, parfaitement. On peut leur délivrer un certificat de salubrité qui pourra leur permettre de faire de reprendre leurs activités. C'est suite à une opération de désinfection des lieux. Tous les coins et recoins du restaurant ont été pulvérisés avec le produit dédié. Pour qu'on puisse fermer le restaurant, maintenant, on a jugé nécessaire que aussi le restaurant doit ouvert pour au moins satisfaire aux étudiants. Des enquêtes au niveau avec le médecin du CROUS qui est là, en l'occurrence docteur Cheikh Ahmadou Bamba Gueye. Donc il ne serait-ce que moyennant 15 minutes, il m'a confirmé que depuis hier, aujourd'hui, ils n'ont pas eu des cas de maux de ventre ni de vomissement. Donc on a jugé nécessaire aussi de procéder à une désinfection et une désinsectisation avant que le restaurant reprenne. Le service d'hygiène, après enquête et la sommation servie au gérant du restaurant, a aussi livré ses recommandations. Dès qu'on a pu faire le constat le vendredi dernier, si je ne me trompe pas, le jeudi dernier, on lui a servi une sommation allant à savoir de maintenir une salubrité au niveau du restaurant par rapport à nos constats, et maintenant de gérer les déchets ménagers qui sont là, éviter de gérer les déchets d'une manière anarchique, mais aussi de faire à ses employés des visites médicales périodiques. Ce qui est constant, c'est que les étudiants de Bombay ne sont plus prêts à vivre cette intoxication alimentaire dans le campus universitaire. Et puis l'autre grand titre de cette édition, l'intersyndicale des travailleurs des pêches et de l'aquaculture en mouvement d'humeur. Il dénonce de mauvaises conditions de travail, entre autres doléances, une revalorisation des salaires, un préavis de grève et même déposé. Voyons tout cela avec Aminata Marisso et Modou Diop. Ils se disent dépassés, ces brassards rouges signent de leur mécontentement. Depuis notre transfert à Diamniadio, au départ, on avait des bus qui transportaient les agents pour aller au boulot. Mais actuellement, cela n'est plus. Avec l'arrivée du nouveau ministre. Même s'il est venu à juste un contexte après Covid, les bus ont été récupérés au mois de septembre pour ramener les enseignants. La scolarité passée et depuis off. Malheureusement pour nous, d'autres secteurs qui sont à côté de nous, d'autres ministères, ont encore des bus qui les transportent. Donc vous voyez ce que ça fait aujourd'hui au niveau de la dépression du travail. Des agents motivés soient-ils ne peuvent pas accéder à Diamniadio. L'intersyndicale des travailleurs des pêches et de l'aquaculture du Sénégal hausse le ton, entre autres préoccupations, le traitement salarial auquel ils sont soumis. Il est bien reconnu à la page 14 de ce document que nous faisons partie des corps les moins bien payés de l'administration du Sénégal. Ce qui est aberrant dedans, l'agriculture, l'élevage ont convoqué leurs agents et les syndicats pour traiter la chose. Aujourd'hui, ils sont à la préparation de décrets pour régler ce problème. Chez nous, c'est statu quo et on parle d'une confidentialité de la chose. Un préavis de grève est déjà déposé. Je profite pour déplorer l'attitude du ministre aujourd'hui, qui depuis qu'il est là, nous avons posé des demandes d'audience. 2 demandes en l'occurrence, sans réponse. Mais nous disons que là, en fait, il a rompu le dialogue par cette attitude. Parce qu'à la limite, c'est juste un sentiment, je ne sais pas, de mépris ou de quoi. Quand vous recevez des acteurs du secteur, vous recevez un seul syndicat des marins au port, et c'est ce qui travaille directement avec vous. Au nom de quoi vous n'allez pas les recevoir. Entre autres demandes de ces syndicalistes, le recrutement des jeunes sortant des écoles de formation de la pêche pour régler le manque de personnel au niveau de ce ministère. Merci Aminata. Et suite de notre série de reportages en prélude à la journée nationale de l'élevage. Ce soir, nous vous amenons au cœur de l'un des plus grands laboratoires de production de vaccins. Le labo est installé au sein du centre de recherche zootechnique de Dara. Immersion Mohamedou Moustapha Ndiaye et Sidi Diakhaté. L'Institut scientifique de recherche agronome du centre de recherche zootechnique de Dara dispose d'un service laboratoire ultra moderne. Ici, on y produit des vaccins tués destinés aux bovins, ovins et caprins. Au niveau de Dara Djolof, on produit principalement 3 types de vaccins, le Passerolox, le Passerelad et l'Anabot. Mais aussi, les services disposent toutes les ressources et tout l'équipement nécessaire pour produire encore d'autres types de vaccins, comme le Carbocemto, comme le vaccin Carbovin. Mais vu la forte demande en Passerolox, le service
a jugé nécessaire d'investir toute sa potentialité sur la production de ces 3 types de vaccins. Au laboratoire de vaccins de l'ISRA, tout un processus est mis en place pour produire des vaccins de qualité. Le maître des lieux nous l'explique. Bon, on suit, je peux dire, la marche en avant. On part toujours du milieu le plus suivi vers le milieu le moins suivi. Une fois que l'activité que nous déroulons dans cette salle est impeccable, on va suivre notre marche ici dans la salle de culture. Maintenant, une fois au-delà de la durée de culture de 24 heures, les contrôles de qualité étant satisfaisants, nous allons passer dans l'appareil de haute pointe qui est le biofermenteur. Ce laboratoire qui fournit le Sénégal en vaccins, à part celui basé à Dakar, reste toujours méconnu par beaucoup de Sénégalais. Pourtant, ces produits sont même exportés vers la sous-région. Arrivé à un point, si on le compare par rapport aux années 80 et années 90, on peut dire qu'on est dans un niveau très satisfaisant. Vu le nombre des millions de doses qu'on produit chaque année, vraiment on peut juger nécessaire de la capacité de production de l'unité. Ce vaccin, on peut le trouver partout. On peut le trouver partout au Sénégal. Si vous partez dans les cliniques vétérinaires, ça c'est l'exemple potent que je peux vous donner et que vous pouvez les vérifier. Par contre, tu peux le trouver dans la sous-région. Dans la sous-région, à savoir la Guinée, Bissau, la Guinée-Conakry, le Mali, le Burkina, partout dans la sous-région, vous pouvez trouver les vaccins que nous produisons. Le centre de recherche zootechnique de Dara, construit en 1948, a perdu son visage d'antan. D'où sa modernisation est réclamée par tous les acteurs du sous-secteur de l'élevage. Merci Mamadou. Vaste mouvement au sein de la magistrature. Maître Ousmane Sey plaide pour l'élargissement du Conseil supérieur de la magistrature aux avocats et même aux professeurs de droit pour plus d'objectivité dans les décisions selon lui. L'avocat plaide aussi pour une réforme visant à diminuer les pouvoirs du procureur qui sont exorbitants à ses yeux. Maître Ousmane Sey estime qu'un magistrat ne doit pas occuper un poste plus de 5 ans. Il était l'invité de la matinale de TFM. J'estime que le président de la République doit rester président du Conseil supérieur de la magistrature et le ministre de la Justice vice-président. Mais quant à la composition du Conseil supérieur de la magistrature, moi je milite pour que ce conseil soit élargi aux professeurs de droit et aux avocats. Ça va rendre plus objectives les décisions qui sont prises et plus neutres les décisions parce qu'il s'agit de l'avancement des magistrats. Il faut éviter que des magistrats durent dans certains postes, comme le procureur de la République, le doyen des juges d'instruction. Parce que quand on dure dans un poste, on a tendance à croire que c'est sa propre propriété. Je crois qu'il y avait un projet qui voulait qu'un magistrat ne puisse pas faire plus de 5 ans dans un poste. Mais ce projet n'a pas abouti. Moi, je crois qu'il faut effectivement prendre cette décision sous forme de loi pour que le procureur de la République, le procureur général près la cour d'appel, les procureurs ont un pouvoir excessif, on l'a dit, et parce qu'il n'est pas normal que le procureur qui n'est pas juge suspende l'exécution d'une décision. Ne pas lier les mains du juge et créer aussi l'accessibilité du citoyen, du justiciable à la justice. Et après ce vaste mouvement survient la brûlante question de l'héritage des dossiers politico-judiciaires. Qui va s'occuper de quels dossiers? Synthèse Mamadou Fall. Le chamboulement noté dans la magistrature via un conseil supérieur de la dite institution peut être analysé sous différentes formes. Barthélémy Diaz fera face au juge ce 1er décembre 2021 concernant l'affaire dite Ndiaga Diouf. Coïncidence, le procureur Ousmane Diagne, nommé aujourd'hui procureur général près la cour d'appel, en remplacement de Lansana Diabé Sibi, s'occupait dès le début de l'affaire du meurtre Ndiaga Diouf en 2011. Ousmane Diagne était sur toutes les langues sous Wade. D'ailleurs, il a été enlevé du parquet en 2013 car il serait coupable de plusieurs délits selon l'enquête. Mais ce qu'il a le plus perdu, c'était ses relations heurtées avec Aminata Touré, ministre de la Justice d'alors, et à l'époque, le chef du gouvernement Abdoul Mbaye. Il a été emporté par ses actes courageux qui frisaient le défi de l'autorité judiciaire avec notamment la gestion du dossier de Barthélémy Diaz. Selon l'Observateur, l'envoi du député maire socialiste devant la cour d'assises pour meurtre
par le procureur Ousmane Diagne avait choqué la garde des Sceaux, ministre de la Justice Aminata Touré. Cette dernière aurait demandé un non-lieu en sa faveur, ce que le procureur aurait refusé de cautionner. Le président Sall informé tranche en faveur de sa garde des Sceaux. Mimi Sepé, la tête du PROC, avait titré enquête, car Ousmane Diagne a été nommé conseiller délégué à la Cour suprême après 8 ans. Passé à la tête du parquet. Aujourd'hui, il revient en tant que procureur général près la cour d'appel à 2 mois des élections locales. Autre nomination, celle du magistrat Oumar Maham Diallo comme nouveau doyen des juges après 8 mois du décès de Samba Sall. Plusieurs dossiers l'attendent sur sa table, mais le plus saillant est l'affaire Adji Sarr Sonko, qui avait créé des tensions du mois de mars. Le doyen des juges aura comme mission de vider cette affaire, mais il aura également à sa charge les 8 cabinets d'instruction près le tribunal de grande instance de Dakar. Merci Mamadou Fall. Et puis l'autre grand titre de cette édition également, pendant 2 jours, l'œuvre de Thierno Souleymane Baal va être révisitée. Ce grand leader de la révolution du Fouta qui a eu à combattre la domination maure. Un colloque va donc être organisé, colloque qui porte sur la révolution Torodo de 1776. L'événement organisé par le département Histoire en collaboration avec l'association Thierno Souleymane Baal. Compte rendu Fatou Bintou Conté et Alioune Diagne. Revisiter l'œuvre de Thierno Souleymane Baal à travers un colloque international, c'est à quoi vont s'atteler les historiens durant 2 jours. La révolution Torodo de 1776, une révolution fondée sur la bonne gouvernance, la probité, la justice. La révolution du Fouta de 1776, événement qui a vu le Fouta se libérer de la domination étrangère et aussi de la dictature à l'intérieur, du despotisme interne et en même temps faire face à l'esclavage. Il y avait une lutte vraiment très, très importante, une grande lutte contre donc, ces fléaux. Le fléau qu'a constitué le commerce transatlantique et le fléau qu'a constitué le commerce humain transsaharien. Pour ne pas tomber dans l'oubli et passer sous silence cette révolution, son introduction dans les programmes scolaires est vivement suite. Très important de rappeler cette révolution parce que, d'abord, elle est relativement passée sous silence dans notre système éducatif. On ne peut pas apprendre quelque chose de Thierno Souleymane Baal et de la révolution du Fouta dans notre système éducatif du primaire jusqu'à l'université, ce qui est une lacune que l'association veut contribuer à combler. 245 ans après la révolution Torodo, Thierno Souleymane Baal est toujours actuel. De grandes leçons à tirer de cette révolution pour cette jeunesse actuelle. Ce n'est pas seulement des leçons du XVIIIe siècle, c'est des leçons du XXIe siècle, des leçons pour la jeunesse. Quand il parle de s'opposer à l'enrichissement, à l'accaparement des ressources, qu'il dit qu'il faut que le pouvoir soit distribué dans le temps à toutes les communautés et que le pouvoir soit accessible à tous. Vraiment, ça, c'est actuel. Au sorti de ce colloque, l'association Thierno Souleymane Baal entend vulgariser les œuvres et les pensées du leader de la révolution du Fouta. Merci Fat Bintou. Parlons consommation à présent. Une réunion sur la commercialisation arachidière s'est tenue ce mardi à Diamniadio. Rencontre durant laquelle le ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises a invité les producteurs à vendre leurs produits au niveau des points de collecte. Aminata Assom Diatta plaide aussi pour un toilettage des textes qui régissent la commercialisation de l'arachide au Sénégal. Selon elle, ces textes sont non conformes. Aujourd'hui, il y a une diversification des acteurs. Nous sollicitons évidemment l'implication de tous les acteurs pour aider à résoudre les problèmes de la filière en ce qui concerne la commercialisation. Et nous disons que la réglementation a mis en place des points de collecte, c'est-à-dire les opérateurs doivent collecter l'arachide à partir des points de collecte. Donc aujourd'hui, même si nous comprenons les difficultés rencontrées par les différents acteurs, il sera très difficile pour nous de faire fi de cette réglementation, d'autant plus que certains acteurs disposent de points de collecte agréés par le Sénat. Mais nous restons ouverts quant à des discussions sur comment améliorer le dispositif mis en place
surtout pour mieux prendre en charge la commercialisation l'année prochaine. Et allez, après l'arachide, une pincée de sel avec ce premier forum national du sel tenu à Kaolack. Les producteurs veulent une homologation du prix du sel. La production locale est estimée à 500 000 tonnes. On voit tout cela avec Pape Mbaye Diaw et Fally Gaye. Les producteurs de sel réclament l'homologation du prix du sel. Pour relancer ce secteur qui emploie des milliers de personnes, Pape Amadou Mbodj, initiateur du Forum national du sel, estime qu'on ne peut plus continuer à écouler la production à des prix insignifiants. Il faudrait que l'État, nous invitons l'État encore une fois, de recadrer et qu'on ait des prix homologués. Parce qu'on ne peut pas produire du sel et acheter ça à 400 francs, 300 francs, alors qu'aujourd'hui on produit de l'arachide et on vend ça à 250 francs le kilo. Il faut que le ministre du Commerce homologue le prix du sel pour que nos parents, nos mamans, nos tantes puissent s'en sortir. L'autre défi majeur des producteurs, c'est d'iode 500 000 tonnes de sel produit chaque année. Pour atteindre cet objectif, il faut impérativement un appui de l'État. Sur le plan sanitaire, on est tous liés, parce que si on n'essaie pas d'ioder le sel, peut-être nos enfants auront des problèmes. Nous voulons vraiment, si on produit 5 000 tonnes de sel et que c'est 500 000 tonnes, nous souhaitons que ces 500 000 tonnes-là soient iodées. Ça, c'est le but, c'est l'objectif. D'ici l'an 2035. La première édition du Forum national du sel était une occasion pour les producteurs de débattre sur les enjeux sanitaires, environnementaux et économiques du secteur du sel. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant dans votre deuxième partie de Soir d'info avec Pape Abdoulaye Der et son invité. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.